Step forward. I need you to put your hands where I can see them. I'm in my own yard. What is the problem, officer? We're looking for a suspect matching your description. I'm giving you a lawful order. Matching my description? I'm out here in a bonnet and t-shirt watering the lawn. American female, medium build. That's enough. That's not a description. That's a category. Justify stopping me on my You're not own property. Agent fédéral? Docteur? Laissez-moi rire. Dans mon véhicule, vous n'êtes qu'une femme de plus qui ne sait pas rester à sa place. Vous expliquerez votre histoire au commissaire. Ces mots, chargés d'un mépris qui scellera un destin, sont enregistrés à 14h32, le 12 avril 2023. Ils proviennent de la caméra piéton du brigadier Jean-Pierre Dubois, matricule 785B, de la police nationale de Nice. Ce document audiovisuel, dont l'authenticité est irréfutablement confirmée par 3 angles de caméra du système de vidéosurveillance du domaine des Oliviers, une résidence privée cossue sur les hauteurs de la ville, constitue la pièce à conviction centrale de ce qui allait devenir la fin d'une carrière de 15 ans et le début de poursuites pénales et civiles se chiffrant à plusieurs millions d'euros. L'incident documenté est la détention manifestement illégale du Dr Evelyn Reed, une agente spéciale senior de l'Agence de renseignement de la défense des États-Unis, la DIA, interpellée dans l'enceinte de sa propre propriété. Le brigadier Dubois, agissant sur la base d'un signalement non vérifié pour activité suspecte, a confronté le Dr Reed alors qu'elle s'adonnait paisiblement à la transplantation de ses orchidées. L'escalade qui a suivi, alimentée par un préjugé racial évident et une arrogance professionnelle, a abouti à une violation flagrante des libertés individuelles, un abus d'autorité caractérisé et une interférence inadmissible dans une opération de sécurité nationale en cours. La réponse ne fut pas simplement disciplinaire, elle fut fédérale, immédiate et financièrement cataclysmique. Ce qui suit est la chronologie détaillée des événements et la quantification précise et implacable des conséquences. Le protocole opérationnel standard, tel que défini par la circulaire du ministère de l'Intérieur, stipule qu'un agent répondant à un appel de faible priorité, classé ici comme simple vérification de voisinage, doit observer, évaluer et établir un périmètre de sécurité discret avant toute interaction. Le brigadier Jean-Pierre Dubois, 15 ans de service et une feuille de route marquée par plusieurs plaintes pour excès de zèle classée sans suite, a choisi d'ignorer cette directive fondamentale. Sa caméra piéton, activée dès sa sortie du poste de police, documente une infraction procédurale flagrante. Le véhicule de patrouille n'est pas encore totalement immobilisé le long du mur d'enceinte à pierre du domaine des Oliviers que sa portière s'ouvre avec fracas. L'enregistrement audio capture le crissement des pneus sur le gravier et le bruit sec de sa main se posant sur la crosse de son Six Hour SP2022, un geste totalement disproportionné pour la situation décrite. La caméra de surveillance du portail principal angle A confirme la scène. Dubois s'avance d'à pas rapide et autoritaire, sa posture rigide trahissant une tension et une anticipation d'affrontement. Sa cible, le Dr Evelyn Reed, est visible à une vingtaine de mètres dans le jardin paysager. Vêtue d'un simple pantalon en lin et d'un haut de jardinage, des gants de protection aux mains, elle est absorbée par la tâche délicate de rembotter une orchidée phalaenopsis. Ses mouvements lents et précis témoignant d'une concentration paisible. Le soleil de l'après-midi niçois baigne la scène d'une lumière dorée, créant un contraste saisissant entre la quiétude du lieu et l'agressivité de l'intrusion. La première interpellation de Dubois est abrupte, dépourvue de toute formule de politesse. Et vous, madame, qu'est-ce que vous faites là? Sa voix, amplifiée par le micro de sa caméra, est dure, accusatrice. Le Dr Reed ne sursaute pas. Elle termine méticuleusement son geste, déposant un peu de substrat autour des racines de la plante avant de se tourner lentement, sans précipitation. Bonjour monsieur l'agent, je m'occupe de mes plantes. Sa réponse est calme, posée, son français impeccable, teinté d'un léger accent américain qui semble irriter instantanément le brigadier. Dans l'esprit de Dubois, un schéma préconçu s'est déjà solidifié. Une femme de couleur dans une propriété évaluée à 2,5 millions d'euros ne peut être que l'employé. Vos plantes, c'est une propriété privée. Je dois avoir une pièce d'identité et que vous m'expliquiez ce que vous faites chez vos employeurs. Il ne s'agit pas d'une question, mais d'un ordre. Le préjugé est là, nu, documenté, enregistré pour la postérité. Le Dr Reed, dans la formation à la DIA, inclut des heures intensives de gestion de confrontation et de lecture comportementale, identifie immédiatement le profil psychologique de son interlocuteur. Elle sait que toute réaction émotive ne ferait qu'envenimer la situation. Elle choisit donc la voie de la logique et de la loi. Monsieur l'agent, avec tout le respect que je vous dois, ceci est ma résidence. Je n'ai aucune obligation légale de détenir une pièce d'identité à l'intérieur de ma pauvre propriété. Pourriez-vous m'indiquer quelle est la suspicion raisonnable qui justifie cette interpellation? Cette réponse, factuelle et juridiquement correcte, agit comme un détonateur sur l'ego du brigadier Dubois. Sa caméra enregistre le changement subtil de son expression, un léger plissement des yeux, un serrement de la mâchoire. Il interprète la connaissance de ses droits non comme une affirmation légitime, mais comme une insolence, un défi direct à son autorité. La séquence qui suit, d'une durée de 7 minutes et 28 secondes selon l'horodatage des serveurs de la police, est une masterclass documentée d'escalade unilatérale. Vos employeurs seront bientôt là? Peut-être qu'on devrait les appeler pour qu'ils confirment votre histoire? Lance-t-il d'un ton sarcastique. Le Dr Reed ne se démonte pas. Je suis la propriétaire. Si vous souhaitez vérifier, vous pouvez consulter le registre foncier, où je peux vous présenter les actes de propriété qui se trouvent à l'intérieur. Son offre est raisonnable, une porte de sortie pour désamorcer le conflit. Mais Dubois n'est plus dans la recherche de la vérité. Il est dans une affirmation de pouvoir. Il refuse catégoriquement. Non, vous n'allez nulle part. Vous allez me donner votre identité, ici et maintenant. C'est la loi. Il se trompe. Le code de procédure pénale français est clair sur les conditions d'un contrôle d'identité, et aucune n'est remplie. Face au refus calme et argumenté du Dr Reed de se soumettre à une exigence illégale, la frustration de Dubois se transforme en colère. Il commence à élever la voix, l'accusant d'outrage, de rébellion, de dissimulation d'identité. Chaque accusation est infondée, mais dans son esprit, la résistance passive de cette femme est la preuve de sa culpabilité. Les caméras de surveillance du domaine, sous les angles B et C, montrent une image sans équivoque. Un homme en uniforme gesticulant, se rapprochant de manière menaçante d'une femme immobile, les mains gantées, le jardinage légèrement écarté du corps dans un geste d'apaisement. L'audio de la caméra piéton, lui, raconte une autre histoire, celle d'un agent de police perdant tout contrôle, sa respiration devenant haletante, son débit de parole s'accélérant.
Il la menace d'une nuit en garde à vue, d'une vérification d'identité approfondie au commissariat. Rien ne fonctionne. Le calme olympien du Dr Reed est une armure impénétrable qui ne fait que le rendre plus furieux. Pour lui, c'en est trop. Il a épuisé sa patience. Il prend la décision qui va non seulement mettre fin à l'incident, mais aussi à sa vie telle qu'il la connaissait. Il sort ses menottes du porte-ceinturon, le cliquetis métallique résonnant dans l'air calme de l'après-midi. Ce simple son était le prologue d'un effondrement financier et professionnel total. Le point de non-retour est à 14h39, un instant précis cristallisé dans les données numériques de 3 flux vidéo distincts. Le brigadier Dubois, sourd à toute logique et aveuglé par son propre préjugé, a pris sa décision. Il ignore les offres de vérification. Il ignore le calme désarmant de sa vis-à-vis. Pour lui, la situation est simple. Une femme qui ne correspond pas à son archétype de propriétaire légitime lui tient tête et cette insubordination doit être matée. Il annonce d'une voix rendue stridente par la frustration qu'elle est en état d'arrestation pour outrage et refus d'obtempérer. Il s'avance, les menottes en main. C'est à ce moment précis, alors que le métal froid s'apprête à toucher sa peau, que la dynamique du pouvoir bascule de manière irréversible. Le Dr Reed cesse d'être une simple civile se défendant. Sa posture change subtilement, son regard se durcit, et sa voix, jusqu'alors posée, prend une intonation de commandement absolu, une tonalité qui ne s'apprend que dans les plus hautes sphères du renseignement. « Brigadier Dubois, matricule 1685B, cessez immédiatement, dit-elle. Sa voix est si assurée qu'elle semble résonner différemment dans le micro de la caméra piéton. Vous êtes en train de commettre un délit fédéral, selon le titre 18, section 242 du Code des États-Unis, applicable ici par accords internationaux. Mon nom est Dr Evelyn Reed, agente spéciale de la Defense Intelligence Agency. Mon statut est protégé. En me détenant illégalement, vous interférez avec un actif de sécurité nationale et violez mes droits civils. Ceci est votre unique et dernier avertissement. La caméra C, positionnée sur la terrasse, capture l'hésitation de Dubois. Une pause de 1,2 secondes, une éternité durant laquelle son cerveau tente de traiter une information qui heurte de plein fouet ses certitudes. Mais son ego, nourri par des années d'impunité, l'emporte sur la prudence. Un rire sec, dédaigneux, s'échappe de ses lèvres. Dit « Ah, quelle blague !» Maintenant, retournez-vous, les mains dans le dos. Il lui saisit le bras et passe les menottes. Le cliquetis final de la serrure est enregistré avec une clarté parfaite. Ce qu'il ignore, c'est que la déclaration formelle du Dr Reed n'était pas une supplique, mais l'activation vocale d'un protocole d'urgence silencieux. L'acte de la menottée, filmé sous tous les angles, venait de déclencher une réponse institutionnelle dont la rapidité et la force allaient le pulvériser. À 14h45, 6 minutes après avoir placé le Dr Reed, menotté, à l'arrière de son véhicule de patrouille, le brigadier Jean-Pierre Dubois savourait ce qu'il percevait comme une victoire. Assis derrière son volant, il rédigeait mentalement son rapport, imaginant les termes qu'il emploierait pour décrire l'outrage et la rébellion de cette femme qui avait osé défier son autorité. La satisfaction qu'il éprouvait était palpable, un sentiment de supériorité qui imprégnait l'habitacle confiné de la voiture. Il jeta un regard dans le rétroviseur, s'attendait à voir un visage marqué par la peur ou le regret. Il n'y vit que le calme imperturbable du Dr Reed, son regard fixé droit devant elle, comme si elle observait un événement lointain se dérouler. Ce fut le dernier instant de paix dans la vie de Jean-Pierre Dubois. Le silence de l'après-midi fut soudainement déchiré par le crissement de pneus sur le gravier de l'allée. 2 berlines noires, des modèles allemands aux vitres teintées et dépourvues de toute inscription officielle, venaient de franchir le portail du domaine des Oliviers à une vitesse qui n'avait rien de résidentiel. Elles se positionnèrent avec une précision millimétrée, l'une bloquant l'avant du véhicule de Dubois, l'autre son arrière, le prenant en tenaille dans une manœuvre d'interception digne d'une unité d'élite. Simultanément, un 3e véhicule, celui-ci bien reconnaissable comme appartenant à la supervision de la police nationale, s'arrêta en travers de la rue, ses gyrophares s'allumant sans sirène, un signal d'urgence silencieux et menaçant. Le major Moreau, un homme de 55 ans dont le visage était habituellement un masque de sévérité bureaucratique, sortit de sa voiture avec une précipitation qui trahissait une panique pure. Son regard balaya la scène, se fixa sur le véhicule de Dubois et la couleur quitta son visage. La caméra piéton de Dubois, toujours active, enregistra le son grésillant de la radio qui s'affolait. « Dubois, qu'est-ce que t'as fait? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que t'as fait ?» La voix du major Moreau était un mélange d'incrédulité et de terreur. Avant que Dubois ait pu formuler une réponse, les portières des berlines noires s'ouvrirent à l'unisson. 4 hommes en costume sombre, à la coupe impeccable, en sortirent. Leurs mouvements étaient fluides, économiques, leurs visages dénués de toute expression. Ils ne ressemblaient pas à des policiers. Ils dégageaient une aura d'autorité absolue, fédérale, qui rendait l'uniforme de Dubois soudainement trivial et impuissant. L'un d'eux s'approcha du major Moreau, présentant brièvement un portefeuille en cuir contenant une carte d'identité. La caméra de surveillance de l'angle A en haute définition permit plus tard d'identifier le sceau du département de la Défense des États-Unis. Le major Moreau eut un mouvement de recul, comme s'il venait de recevoir un choc électrique. Il hocha la tête, le visage blême, et se tourna vers son subordonné avec des yeux qui criaient la fin du monde. Dubois, encore abasourdi, sortit de son véhicule, une protestation se formant sur ses lèvres. Elle mourut avant d'être prononcée. Le second agent fédéral, un homme grand à la mâchoire carrée, se tenait déjà devant lui. Son regard était froid, analytique, comme celui d'un entomologiste examinant un insecte. « Brigadier Dubois », dit l'agent d'une voix calme qui tranchait avec la tension ambiante, son français parfait, sans accent. « Remettez-moi votre arme de service, votre radio et votre caméra piéton.
Vous êtes relevé de vos fonctions et placé en détention provisoire sur ordre d'une autorité fédérale pour interférence active dans une opération de sécurité nationale et violation des droits civils protégés par un traité international. Votre juridiction prend fin, ici et maintenant. Le monde de Dubois se contracta en un point minuscule. Les mots de l'agent n'étaient pas une accusation, mais une sentence. Il sentit ses mains devenir moites, un tremblement incontrôlable parcourir ses jambes. Derrière l'agent, il vit avec une horreur grandissante le major Moreau se précipiter vers la portière arrière du véhicule de patrouille, l'ouvrir et, avec une déférence presque servile, retirer les menottes des poignets du docteur Reed. Elle sortit du véhicule, toujours aussi calme, et ajusta simplement le col de son haut de jardinage. Elle ne jeta pas un seul regard à Dubois. Elle n'en avait pas besoin. Son identité, son autorité, venaient d'être validées de la manière la plus spectaculaire et la plus humiliante qui soit. Le cliquetis des menottes se refermant cette fois sur les propres poignets de Dubois sonna le glas de sa carrière, de sa réputation et de sa sécurité financière. La justice n'allait pas être une simple procédure disciplinaire, ce serait un audit complet et dévastateur de chaque aspect de sa vie. Quelles sont les conséquences exactes, chiffrées au centime près, d'une erreur de jugement aussi monumentale? Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir l'analyse financière complète de la ruine de Jean-Pierre Dubois dans notre prochain segment. L'enregistrement de la caméra piéton du brigadier Dubois, combiné à l'angle C du système de vidéosurveillance de la propriété, offre une perspective complète et multiangulaire de l'effondrement hiérarchique qui s'est déroulé en moins de 90 secondes. Le major Moreau, un homme dont la carrière s'était construite sur une gestion méticuleuse des apparences et une aversion profonde pour les vagues, est la première pièce du domino à tomber. Sa sortie précipitée de son véhicule de service, un modèle standard de la police nationale, contraste violemment avec l'arrivée synchronisée des berlines noires. La caméra du portail, angle A, capture son visage en gros plan alors qu'il passe devant. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche est entrouverte dans une expression de pure incrédulité. Il ne regarde pas les agents fédéraux qui émergent de leur voiture. Il fixe le véhicule de patrouille de Dubois, plus précisément la silhouette indistincte mais reconnaissable du docteur Reed sur la banquette arrière. La réalisation de l'ampleur de la catastrophe le frappe avec la force d'un impact physique. C'est à cet instant que sa main, tremblante, se porte à sa radio et que sa voix, habituellement un baryton autoritaire, se fissure en un cri de panique. « Dubois, qu'est-ce que tu as fait? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» L'audio de la caméra de Dubois enregistre la question avec une clarté parfaite, mais il n'a pas le temps de traiter la panique de son supérieur. Sa propre réalité est en train de se désagréger. Les 4 hommes en costume qui se déploient autour de son véhicule ne se déplacent pas comme des policiers. Leurs mouvements sont économiques, leur posture détendue mais vigilante. Une combinaison qui ne s'acquiert que dans les agences de renseignement ou les unités d'opération spéciales. Ils ne portent pas d'uniforme, mais leur autorité est plus tangible que n'importe quel insigne. L'un d'eux, le plus âgé, s'approche du major Moreau. Il n'y a pas d'échange de salutations. L'agent présente simplement un portefeuille en cuir noir. La caméra de surveillance de la terrasse, zoomant au maximum de ses capacités, ne parvient pas à distinguer les détails de la carte d'identité. Mais elle capture la réaction du major. Il recule d'un pas, son visage déjà pâle devenant livide. Il hoche la tête à plusieurs reprises, un mouvement saccadé et servile. Il vient de comprendre qu'il n'est plus l'officier le plus gradé sur les lieux. Il n'est même plus dans sa propre juridiction. Il est un spectateur terrifié d'un incident aux implications internationales qu'un de ses propres hommes a stupidement déclenché. Pour Dubois, la confusion commence à peine à céder la place à une peur sourde. Il sort de sa voiture, son esprit cherchant désespérément une explication rationnelle, une justification à cette intrusion. Il s'apprête à interpeller les nouveaux arrivants, à exiger de savoir qui ils sont, mais les mots meurent dans sa gorge. Un deuxième agent, un homme d'une trentaine d'années, au physique imposant et au regard vide de toute émotion, se place directement sur son chemin, bloquant sa ligne de vue et sa capacité à agir. Le silence qui s'installe est total, lourd, et chaque seconde qui s'écoule est une confirmation supplémentaire que le brigadier Jean-Pierre Dubois a commis une erreur qui ne se mesure pas en termes de procédure, mais en termes de sécurité nationale. La confrontation finale est d'une brièveté clinique, une exécution professionnelle menée sans la moindre trace d'animosité. L'agent fédéral qui fait face à Dubois ne le regarde pas comme un adversaire, mais comme une procédure à exécuter. Sa voix, lorsqu'il parle, est neutre, dénuée de toute inflexion, ce qui la rend d'autant plus terrifiante. « Brigadier Dubois, dit-il, son français étant celui d'un locuteur natif. Remettez-moi immédiatement votre arme de service, votre radio et votre caméra piéton. Chaque objet est nommé distinctement, comme les articles d'un inventaire. Vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat et placé en détention provisoire sur ordre d'une autorité fédérale compétente pour interférence active dans une opération de sécurité nationale et violation des droits civils protégés par le traité numéro 88B entre la République française et les États-Unis d'Amérique. Votre juridiction prend fin, ici et maintenant. Le monde de Dubois se rétrécit à la silhouette de cet homme et aux mots qu'il prononce. Les termes juridiques précis, la mention d'un traité international, l'autorité incontestable dans sa voix, tout cela percute son esprit et anéantit les derniers vestiges de son arrogance. Il est paralysé, incapable de bouger ou de parler. C'est alors qu'il voit, dans son champ de vision périphérique, une scène qui scelle sa compréhension de la situation. Le major Moreau, son supérieur hiérarchique, se précipite vers la portière arrière du véhicule de patrouille. Il ne l'ouvre pas comme un policier, mais comme un valet. Avec une déférence qui frise la soumission, il se penche à l'intérieur, et le micro de la caméra de Dubois, toujours active, capture le son distinct des clics et des menottes qui s'ouvrent. Le docteur Evelyn Reed sort du véhicule.
Elle n'est ni soulagée, ni en colère. Son expression est la même que lorsqu'elle rempotait ses orchidées, calme, concentrée, maîtresse de son environnement. Elle ajuste le col de son haut de jardinage, un geste simple et quotidien qui, dans ce contexte, est un acte de domination absolue. Elle ne jette pas le moindre regard à Dubois. Il n'existe plus pour elle. Son existence, son erreur, sont déjà devenus un dossier, une série de rapports qui seront analysés non pas pour comprendre, mais pour quantifier les dommages. L'agent fédéral lui fait un signe de tête respectueux. Le major Moreau murmure des excuses inaudibles. Le cliquetis final qui résonne dans l'air de l'après-midi n'est pas celui de la portière d'une berline noire qui se ferme. C'est le son des menottes, les mêmes que celles qu'il avait utilisées avec tant de mépris, se refermant sur ses propres poignets. Ce son n'était pas seulement la fin de sa liberté, c'était le bruit de la première entrée étant consignée dans un grand livre financier qui détaillerait sa ruine complète et irrévocable. La chute de Jean-Pierre Dubois ne fut pas un lent déclin, mais un effondrement structurel, rapide, documenté et d'une précision chirurgicale. Les conséquences, déclenchées par son acte filmé de 14h39, se sont abattues sur lui non pas comme une punition, mais comme la conclusion logique et inévitable d'une équation dont il avait lui-même posé les variables. La dissection des suites de l'incident se lit comme un audit financier et une nécrologie professionnelle. Sur le plan administratif, la procédure fut d'une célérité inhabituelle, propulsée par une pression diplomatique discrète mais intense. Sa suspension fut notifiée par le major Moreau lui-même avant même que les agents fédéraux n'aient quitté la propriété du Dr Reed. Son arme de service, sa carte professionnelle et son uniforme furent consignés dans l'heure. Le conseil de discipline, habituellement une procédure s'étalant sur plusieurs mois, fut convoqué en urgence et bouclé en 45 jours. Le dossier était d'une simplicité accablante. Les enregistrements vidéo, irréfutables, constituaient la totalité des pièces à conviction. Il n'y avait aucune place pour l'interprétation ou la défense. La sentence fut la plus sévère possible, la révocation pour faute grave. Cette décision n'entraînait pas seulement la fin de sa carrière de 15 ans, mais l'anéantissement de tous ses droits à la retraite, une perte sèche estimée à plus de 800 000 € sur la durée de vie de sa pension. Sa licence d'agent de la force publique fut annulée à perpétuité, lui interdisant à jamais d'exercer toute profession dans le domaine de la sécurité, publique ou privée, sur le territoire français. Il était devenu professionnellement radioactif. Sur le plan pénal, l'État ne pouvait se permettre la moindre complaisance. Le procureur de la République de Nice, informé par une note directe du ministère de la Justice, engagea des poursuites pour abus d'autorité par une personne dépositaire de l'autorité publique et détention illégale. Le procès fut une formalité. La défense de Dubois, basée sur une prétendue confusion et un stress opérationnel, s'effondra face à la froideur des images qui montraient une escalade unilatérale et un préjugé manifeste. Il fut condamné à 12 mois de prison avec sursis, une peine symbolique mais inscrite à son casier judiciaire, et à une amende de 20 000 €. Mais c'est sur le front civil que la dévastation fut totale. Le docteur Evelyn Reed, par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats international mandaté par le gouvernement américain, engagea une procédure contre l'État français pour la faute commise par son agent. Pour éviter un procès public aux répercussions diplomatiques potentiellement désastreuses, l'État français négocia un accord à l'amiable. Le montant de la transaction, classifié mais révélé par une fuite au sein du ministère des Finances, s'éleva à 1 500 000 €, versés à tuture de dommages et intérêts pour violation des droits civils, préjudice moral et interférence avec une mission de sécurité nationale. Conformément à la loi, l'État engagea alors une action récurseur contre Jean-Pierre Dubois pour récupérer une partie de cette somme. Ses biens furent saisis. Son appartement à Nice, évalué à 165 000 €, fut vendu aux enchères. Son véhicule, une berline d'occasion, partit pour 15 000 €. Ses économies, maigres, furent entièrement liquidées. La dette restante, colossale, le suivrait pour le restant de ses jours. Le bilan financier final de son après-midi de préjugés était vertigineux. La perte de son salaire mensuel de 2 700 €, la perte de sa pension suture, la saisie de ses actifs s'élevant à 180 000 €, l'amende de 20 000 € et des frais de justice personnelle de près de 40 000 €. Le coût total et quantifiable de son arrogance dépassait le million d'euros. Pendant ce temps, 2 semaines après l'incident, le docteur Evelyn Reed fut photographié par la presse spécialisée sortant d'une réunion au siège de l'OTAN à Bruxelles. Son expression était la même que dans son jardin, calme, compétente, imperturbable. Son statut n'avait pas été diminué par l'incident, il avait été publiquement et spectaculairement réaffirmé. La justice, dans ce cas, n'avait pas été une question de vengeance, mais de simple comptabilité. L'enregistrement vidéo avait servi de grand livre, et chaque action de Jean-Pierre Dubois avait été consignée comme un débit sur le compte de sa propre vie. A-t-il compris, en perdant sa carrière, sa maison et son avenir, que le mépris n'est pas une opinion, mais un passif financier? A-t-il réalisé que l'autorité qu'il vénérait tant n'était qu'un prêt, révocable à tout instant par ceux qui la détiennent véritablement? Les archives judiciaires ne le disent pas, mais les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une situation similaire où les préjugés ont eu des conséquences tangibles? Partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres puissent voir que la justice documentée est la plus implacable de toutes.